ils tirent le soir, je crois que c'est à 23h, des tirs de Tomahawk et autres missiles depuis les sous-marins, de nouveau pour leurrer, pour croire que ça se limitera à ça. Oui, mais en fait, c'est simultané. En fait, tout ça pour que ce soit synchronisé pendant que l'opération dure 20 minutes, en fait, pour perturber complètement les défenses, s'il en était resté. Pourquoi il y avait des avions de combat? Parce qu'il se dit, mais s'il reste quelques vieux F-14 en service iranien, comme dans Tom Cruise, Top Gun Maverick, qui ne soient pas venir décoller pour intercepter notre raid. Voilà. Mais il n'y a pas eu le moindre avion iranien. Non, pas le moindre avion. Les Israéliens les ont tapés, les F-14, il y a absolument. Il y a quelques jours. Il y a 2 jours, ils ont nettoyé un peu ce qui restait. C'est fascinant, hein, cette logique américaine de mettre vraiment toutes les chances de son côté. Ils sont de là. Mais ils ne veulent même pas risquer là qu'il y ait un petit avion, un vieil avion iranien qui risque. Tellement de moyens que quand ils préparent une mission, ils calculent la manière dont on va écraser, où on va doubler les coûts, on va doubler les moyens, voire les tripler pour être sûr d'assurer la mission. Alors d'ailleurs, parfois c'est un inconvénient parce qu'ils passent beaucoup de temps à gérer leurs propres moyens. Ils oublient parfois qu'il y a un ennemi en face. Alors c'est la plus grande opération aérienne de ce type depuis 30 ans. Hein. Depuis 30 ans. On parle de ces bombardiers, mais il y a en tout 125 aéronefs. 125 avions. Des AWACS. Absolument. Aussi. Vous rejetez au moins le double de ravitailleurs, peut-être même plus, peut-être 25-30 ravitailleurs, ça fait beaucoup. Hein. Il faut qu'ils donnent des différents rendez-vous comme ça. Quand vous dites depuis 30 ans, c'est depuis quand? Depuis le 17 janvier 1991, le premier jour de la guerre du Golfe. Ouais. Où là, c'était la tempête du désert. C'est très impressionnant, ça. Ouais. Et là, faut aller voir la machine. Hein. Et ça, c'est typiquement le genre de plan qui va plaire à Donald Trump. C'est-à-dire, ce qui lui a été proposé, c'est de faire l'histoire avec un grand H. Et ça, Netanyahou a joué cette corde-là, c'est certain. Et c'est trouver les cordes du cœur de Donald Trump, qui les a sentis justement vibrer quand on lui a proposé de faire l'histoire et de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette menace potentielle et surtout à venger, comme il le disait dans un poste précédent, les Américains humiliés par les décisions du président de l'époque, Carter, qui est un président que déteste Donald Trump au même titre que Joe Biden. Après, juste une petite chose sur le langage qui est utilisé. Donald Trump parle d'un programme qui a été oblitéré, donc totalement détruit. En revanche, le chef d'état-major américain, lui, que des dommages sévères ont été imposés. Et là, à l'instant, Donald Trump, qui est peut-être en train de recevoir des informations sur ce qu'on appelle le BDA, Battle Damage Assessment, donc quand les militaires vont exploiter toutes les sources de renseignement qu'ils ont pour justement mesurer le caractère réussi ou non de l'opération. Là, il dit, les dommages au site nucléaire sont monumentaux. Ah oui. Qui dit ça? Entre guillemets. C'est Donald Trump, à l'instant. Donc il a changé de qualificatif. On est passé d'oblitérer à des dommages qui sont monumentaux. Donc, c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment réussie, cette opération? Justement, on va aller voir ces cratères qui vont s'afficher à l'écran sur la centrale de Fordo. 6 cratères différents. Comment ça se passe réellement? Est-ce qu'ils savent où ils tapent ces bombardiers? Alors vous voyez cette image-là? Vous recevez un dossier d'objectifs, chaque pilote reçoit ça, plus un focus complet, c'est-à-dire que vous avez une photo agrandie comme ça, et les pilotes vont l'étudier pendant longues minutes avec le responsable du targeting. Il va vous dire, voilà, c'est ici que tu vas taper, c'est là que tu vas taper, c'est là que tu vas taper en fonction des services de renseignement. Vous l'avez fait vous-même? Pardon? Vous l'avez fait vous-même? Oui, j'ai fait moi. Mais quand j'étais à la guerre du Golfe, je faisais la défense aérienne. Donc on chassait le ciel un peu. Et donc là, vous visez un point extrêmement précis. Et chaque équipage a son objectif et souvent un objectif secondaire. Et donc, il va préparer là pour être vraiment à la seconde près à l'endroit. Ensuite, il va désigner ça au laser ou avec des systèmes de guidage autres. Et ensuite, la bombe, elle va avoir une précision de 1 mètre ou 2. Mais à vous écouter, Général Duterte, on a vraiment l'impression que c'est la façon que Donald Trump conçoit maintenant la guerre de cette façon-là. C'est-à-dire, il se donne le beau rôle, c'est une opération magistrale, effectivement, mais elle est uniquement dans les airs et on n'était plus du tout habitué à ça. On a beaucoup commenté, on continuera à commenter, bien sûr, sur LCI, la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est pas du tout la même chose, puisque là, on a des deux côtés, au sol, des belligérants qui s'affrontent. On avait oublié que, finalement, il est possible de faire une guerre
propre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Ça, c'est ce que disaient les Américains dès la guerre en Irak. Mais c'est tout l'avantage de l'armée aérienne. De n'être que dans l'aérien. Mais c'est tout l'avantage de l'armée aérienne et malheureusement, les frappes contre les Houthis, les frappes contre Assad, les frappes... Mais c'est pour éviter d'avoir des soldats au sol. Et qu'est-ce qu'a réclamé Zelensky depuis le premier jour? Et là, Biden a fait une erreur maximale. Il dit, je veux une no-fly zone au-dessus. Bien sûr. Trancher la querelle. Avant que vous n'arriviez, il y avait la petite querelle sur la performance des pilotes. Gallagher était très impressionné et le vieux colonel français disait ils sont des salons, ils sont tranquilles dans leur avion. Qui a raison? Non, mais les deux ont raison. Non, je vais vous dire. Non, c'est un vrai métier. Alors je peux vous dire que là ils sont deux ou trois, enfin ils ont un peu de place dans le B2, mais quand vous êtes dans un monoplace et que vous faites 2 ou 3 ravitaillements en vol de nuit, comme d'ailleurs les chasseurs français, enfin les pilotes de l'armée de l'air française ont fait pour attaquer au-dessus de la Syrie à une époque. 37 heures au total, 38 heures de vol. C'est énorme. Vous êtes dans un tout petit réceptacle comme ça, je veux dire, il faut s'organiser. C'est un peu compliqué. Mais je voulais vous dire une chose, parce que sur l'analyse des résultats, on dit qu'il n'y a pas moyen d'analyser, mais si on a moyen d'analyser. Il y a absolument moyen d'analyser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un drone, un petit drone terrestre. Il peut rentrer à l'intérieur des cratères? Bien sûr, avec une non, mais pas les cratères, par les couloirs d'entrée. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Enfin, on ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas. Je sais pas si... On ne sait pas. Anne, tu leur as pas donné d'idées avant, c'est pour ça. Ils sont en train de vous écouter, là. Mais je pense que c'est une manière de rentrer, en fait, quelque part, peut-être même par les cratères, aller voir ce qui se passe. Donc il y a des possibilités, en fait, d'aller voir ce qui s'est passé. Surtout qu'il n'y a pas grand monde qui tourne autour en ce moment. Alors, faisons entrer à la discussion Raphaël Jérusalemi. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien. Alors vous avez été sans doute parmi, votre milieu, le Mossad, etc., parmi les premiers informés. Continuons notre récit. On a vu l'évolution, ils se sont approchés de l'Iran, ils sont entrés, c'est l'acte 3, si on veut, le feu a été déclenché à minuit 40. Ça a duré environ 20 minutes. Qu'est-ce qu'on sait de ce moment-là, Raphaël Jérusalemi? Ces 20 minutes pendant lesquelles le déluge de feu s'est abattu sur l'Iran. Alors, il y a eu une préparation de l'armée de l'air israélienne quelques jours auparavant dans les attaques contre les défenses antiaériennes iraniennes. Il y a eu pas mal de ménage qui a été fait et on a ouvert un couloir tactique par lequel on savait que les Américains arriveraient. Donc les Américains sont arrivés, si vous voulez, sans avoir à faire tout le travail de préparation et de nettoyage préliminaire à l'arrivée de la grosse cavalerie avec laquelle ils sont arrivés, avec un choix En fin de compte, le général Corilla du CENTCOM et l'armée de l'air américaine ont proposé à Donald Trump un plan qu'il ne pouvait pas refuser parce qu'il lui promettait 100% de réussite. Alors, c'est vrai que peut-être que Benjamin Netanyahu a réussi à convaincre Donald Trump. Je ne le crois pas. Donald Trump ne se laisse pas facilement impressionner par les chefs d'État étrangers. Je crois qu'il a été impressionné par les conseils de son quartier général. Il a cru en la réussite. Et lui, ce qui l'intéresse, évidemment, c'est un triomphe. Sinon, il préfère ne pas prendre de risques et jouer la carte diplomatique. Là, on lui a dit qu'il rentrerait effectivement dans l'histoire militaire, dans l'histoire tout court. Et c'est toujours de la façon de laquelle l'armée où les services secrets présentent la chose, qu'ils peuvent la vendre aux politiciens. Nous sommes dans des démocraties, c'est le chef du gouvernement qui décide, mais il décide selon ce qu'on lui raconte. Et donc la façon de lui raconter, de lui exposer, avec les renseignements dont on dispose, avec les statistiques qui prévoyaient un succès certain, Donald Trump a dit c'est bon, on y va. Alors en ce qui concerne les dégâts, le général Duterte a tout à fait raison. Il y a un assessment qui est fait avec des drones espions qui s'infiltrent très facilement dans des endroits même un peu exigus. Il y a les images satellites, mais le plus important, c'est le message. D'abord, si on n'a pas terminé vraiment le boulot, on passera à une deuxième couche. Il ne faut pas s'inquiéter, on reviendra. Mais parce que le message, c'est qu'il n'y aura plus de nucléaire iranien et que si jamais, car n'oublions pas qu'il reste encore de l'uranium enrichi à 60% en Iran, il y a encore des centrales qui fonctionnent. Elles seront détruites également si jamais... c'est ça le signal, c'est ça le message. Si jamais vous continuez, eh bien, on repassera une deuxième couche. Et vous savez, Raphaël Jérusalemi, qu'on ne parle pas seulement du programme nucléaire iranien. Vous parlez, vous, en Israël, également du programme balistique. Absolument. Pour les Israéliens, l'opération est loin d'être terminée. Les Américains, nous voulions
un minimum, c'était ces bombardiers B2, et c'est qu'ils nous s'occupent de ces cibles que nous ne pouvions pas traiter de nous-mêmes. Ils l'ont fait, merci. Maintenant, nous n'avons pas fini. Nous avons encore au moins une semaine. Nous ne voulons pas rentrer, et ça c'est le but des Iraniens s'ils s'obstinent, dans une guerre d'attrition, dans une guerre qui va... Alors Raphaël, pardon, allons pas à pas, parce qu'on reviendra évidemment à ce que vous allez faire, vous les Israéliens, mais restons un instant sur cette image. Cette image, alors ça c'est pas une image du vol proprement dit, on verra d'autres images après qui sont celles du vol proprement dit quand ils reviennent. On n'a pas le moment du bombardement, mais ça c'est une image d'illustration de bombardement. C'est à peu près ce qui s'est passé là, Michel Goya, expliquez-nous bien. Hein. Cette bombe qui pèse 13 tonnes. Oui, bien sûr, le poids est... Alors, à titre de comparaison, les Israéliens ont une autre bombe pénétrante, qui était la première qui a été inventée, c'est la GBU-28, si je me souviens bien, qui fait 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes, quoi, pour situer à peu près les différences de volume. Donc 13 tonnes, son objectif, c'est de pénétrer effectivement le plus profondément possible, avec durci, vraiment super durci, pour pouvoir simplement pénétrer comme je sais pas, la gravité. Un de canon, comme une balle, qui arrive à plusieurs centaines de kilomètres/heure, qui va pénétrer, et puis il y a un système de mise à feu qui est retardé et qui fait exploser la charge de plusieurs tonnes d'explosifs qui explosent à l'intérieur même d'une structure. Ça fait forcément des dégâts absolument colossaux. Voilà, c'est cette image-là. En réalité, elle n'explose pas au moment où elle frappe. Elle explosera plus tard quand elle est bien en dessous. Oui, c'est l'intérêt. Effectivement, la plupart des bombes explosent à la percussion. Là, c'est pas le cas. Donc, il faut d'abord pénétrer effectivement à l'intérieur, exploser, et puis il y a de toute façon avec plusieurs tonnes d'explosifs à l'intérieur. Il y a même un effet de résonance qui est absolument colossal. Même si ça pénètre pas, si la bombe elle-même ne pénètre pas jusqu'à 60 mètres de profondeur. Alors, si en plus vous en utilisez 14 au même endroit, les effets sont forcément très importants, les dégâts sont forcément très importants. Vous savez comment on fait ça? C'est-à-dire que vous renforcez vraiment le corps de bombe, en fait, parce que d'habitude, les bombes, effectivement, elles explosent à l'impact, comme ici, mais là, elles n'impactent pas à l'impact. Et donc, vous mettez une sorte de pointe d'uranium ou quelque chose d'équivalent qui va rentrer très, très profondément, et puis vous durcissez de manière beaucoup plus épaisse, en fait, le corps de bombe pour pas qu'il se désintègre à l'impact. Et donc, c'est avec cet effet de pénétration qui va descendre le plus bas possible. Et après, il va exploser. Et là, il y a un effet, si vous voulez, tremblement de terre en dessous. Et ça qui est important, parce que vous avez les centrifugeuses, même si par hasard on n'arrivait pas à toucher effectivement le blocos dans lequel est centrifugeuse, mais l'impact il est tel, l'explosion est telle que vous avez un effet de tremblement de terre qui peut détruire en fait, parce que les centrifugeuses, elles sont très fragiles en fait. Je me rappelle l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui est maintenant patron de Sciences Po, qui disait on n'a jamais la nation au plus grand PIB a toujours fini par gagner les guerres. Et là on voit toute la puissance américaine, c'est-à-dire que le coût est hors norme, l'avion est hors norme, 3 milliards, tout est hors norme, c'est vraiment... C'est faux ce qu'il dit. On a évoqué l'Afghanistan, on a évoqué... À la fin, la guerre générale. À la fin, ils ont gagné l'Afghanistan. C'est la puissance, ça reste la puissance dominante. Ils n'ont pas du tout gagné l'Afghanistan. En Irak, ça se discute encore, mais cette bombe, si je puis me permettre de demander à Michel Goya, cette bombe finalement américaine, ou à vous deux, Patrick Dutart, elle a été... Donc c'est la première fois qu'elle est utilisée, cette méga bombe américaine. Est-ce qu'elle a été conçue finalement uniquement pour ce cas-là, pour le cas de Fordo? Exact, enfin, quasiment en fait. Avec Michel, on avait vu ça en Irak. En Irak, les superstructures, ils avaient constaté que leur GBU-28, là, elles n'étaient pas extrêmement performantes. Et donc, ils ont développé vraiment ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que fait cette bombe? Vous voyez, quand vous la larguez comme ça, en fait, elle a très peu d'ailes. Donc elle plane pas, elle descend à la verticale, elle accélère, et puis après elle va avoir une précision, elle est guidée jusqu'au sol pour avoir une précision de quelques mètres, peut-être même 1 mètre. Et alors justement, j'ai une question de béotien, mais est-ce que c'est suffisamment précis pour qu'une fois qu'on en a largué une première qui a fait un trou, on peut essayer d'en larguer une autre dans le même cratère pour essayer de... Et d'ailleurs, a priori, ils larguent les deux en même temps. Je suis pas sûr. Il y a 2 techniques. Soit vous faites un premier passage, vous en larguez une, et puis soit vous revenez, vous en larguez une autre. Soit vous larguez les deux en même temps. Je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce que l'effet de la première, de la déflagration de la première, n'annule pas la deuxième? Non, parce que tu vois, le temps entre les deux, il est extrêmement faible si tu les largues en deux-mêmes. C'est une très bonne question. Oui, parce que tu peux quasiment les larguer ensemble. Donc, ça, c'est une technique. Ils ne sont pas très disés, les Américains, sur le sujet. Mais il y a les 2 techniques. Ça, c'est sûr. Mais quand les Israéliens ont tué Hassan Nasrallah, ils ont lancé 80 bombes d'1 tonne, sensiblement toujours au même endroit, donc de faire un marteau-pilon.
jusqu'à ce que ça explose. Et ça, les Israéliens peuvent le faire seuls, sans les Américains. Ça, ils peuvent le faire seuls, oui. Ils l'ont fait. Elles n'ont pas la même puissance. Oui, mais de pilonner, c'est ce que mais dit quand on en balance 80 sur un pâté de maison... Oui, mais c'était pas du tout la même protection que... Mais c'était pas, c'était moins profond.